Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de formation, donc sur cette série de formation au trading algorithmique avec donc comme troisième session bien une initiation au langage donc qui sera utilisé sur la plateforme MetaTrader 4, langage qui sera utilisé donc pour cette formation sur la création de nouveaux outils. Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde m'entend correctement? Nous allons commencer dans quelques instants. Merci à tous. Allez, avant de commencer, je vous invite à lire les avertissements de rigueur. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc on va rentrer dans le dur du sujet. Alors ça sera peut-être pas la séance la plus passionnante, notamment pour ceux qui programment déjà, puisque là je vais essayer de vous de vous donner les bases du langage en fait. C'est-à-dire je vais vous donner les termes les plus utilisés dans le langage informatique. Donc évidemment on va s'attacher qu'au langage MQL4 qui est le langage donc de la plateforme MT4. Donc c'est surtout en fait pour vous donner donc les principaux termes à retenir. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas la peine de noter puisqu'en fait la présentation que vous allez voir aujourd'hui sera mise à disposition dans l'espace de formation donc sur la page ActiveTrade, donc vous pourrez le télécharger et ce sont des termes que l'on va retrouver assez facilement. Je vous montrerai d'ailleurs comment les récupérer au cours de cette formation quand on verra vraiment la programmation sur l'éditeur MT4. Vous verrez qu'il y a un moyen très simple en fait de retrouver ces termes. Alors effectivement là je vais vous présenter les termes les plus utilisés pour commencer à vous faire comprendre un petit peu la mécanique de programmation et donc la mécanique du langage. Donc voilà, pas la peine de tout noter, sachant que le visuel que je vais vous présenter sera mis à disposition sur donc l'espace de formation et vous pourrez le télécharger. Allez, je vais commencer par dire bonjour au présent. Donc bonjour Roger, Pascal, Mamba, Philippe, Gilles, Charles, Didier, Noam, Didier, Pascal, Jimmy, Hervé, bonjour Fabien, bonjour Charles, bonjour Lucius, et bonjour Virginie. Alors, par rapport à la dernière mission, doit-on obligatoirement un VPN et installer MT4 dessus pour pouvoir faire des exercices et missions? Non, c'est pas obligé d'avoir un VPS. Par contre, ce que je vous invite, c'est d'avoir effectivement une plateforme MT4 installé sur votre PC, parce qu'il y a peut-être il y a des choses qu'on va faire ensemble et il y a des petits bouts de programme et des petits logiciels que je vais vous envoyer, que je vais mettre à votre disposition,
qui fonctionneront donc totalement gratuitement sur la plateforme de démonstration MT4 du courtier ActiveTrade. Alors par contre, les petits logiciels que je vous enverrai, les petits programmes que je vous enverrai, ce sont des choses que l'on trouve dans la boutique, certains même qui sont payants. Donc évidemment, ces programmes seront bloqués sur cette plateforme de démonstration. Ce sera pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire, des choses très simples en programmation. C'est pas pour qu'après vous puissiez les partager ou les mettre en vente dans des boutiques ou je ne sais quoi. Bien évidemment, donc tout ce qui vous sera mis à disposition sera fonctionnel uniquement sur la plateforme démo du courtier ActiveTrade. MT4. Et j'ai 4 enfants, Lucius, tu le sais. Bonjour Xavier, bonjour Émeric, bonjour Alain, Virginie. Voilà. Alors je vois que parmi vous, il y a même quelques personnes qui programment, pour certains même à un niveau largement supérieur au mien. Donc je vous demanderai un petit peu si je fais quelques erreurs. Normalement non, mais bon, il peut, je vous l'ai toujours dit, hein, je suis plus du côté où en fait je sais quoi mettre dans un code, mais je ne sais pas toujours le coder. Là où d'autres en fait savent très bien coder, mais ne savent pas toujours mettre dans leur code. Après, quand vous savez tout faire, quand vous savez quoi mettre dans un code et que vous savez parfaitement le coder, là vous êtes vraiment au top et super performant. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Allez, on va commencer tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien. C'est une formation donc effectivement qui sera assez dense parce qu'en fait j'ai voulu vous présenter les principaux termes et effectivement quand j'ai regardé un petit peu dans mes codes ce qu'il y avait, dans des ouvrages de référence, en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal. Donc comme je vous le disais, on va les survoler. Le but c'est de commencer à vous faire comprendre la structure d'un code. Comme le dit Noam, effectivement, la programmation c'est 90% de copier-coller. D'ailleurs, ça sera aussi le but de cette formation, c'est de vous envoyer un fichier avec des suites de lignes qui sont toutes faites ou que vous pourrez récupérer ensuite et coller dans vos codes pour en fait accélérer la programmation. Mais dans un but d'efficacité, et je veux dire pour vraiment connaître un petit peu l'ensemble du périmètre de la programmation, je trouve que c'est important aussi de savoir décrypter les termes utilisés, ne serait-ce que pour la recherche de bugs, parce que des fois on fait des copier-coller et puis on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc si on n'a pas un minimum de connaissances dans le langage de programmation utilisé, en fait on ne retrouve jamais, hein. Et encore là, il y a des choses que je ne vais pas aborder, que j'aborderai je dirais au fil de l'eau quand on fera vraiment de la programmation en direct. Là c'est vraiment pour vous présenter les bases. Bonjour Gérard, bonjour Trader Forex. Allez, c'est parti. Donc dans cette formation, donc on parlera du langage MQL4 et donc sur la plateforme MT4. Donc comme on l'a vu lors de la précédente session, eh bien un algorithme définit une suite d'instructions à exécuter. Donc ça c'est la base, hein, on l'a vu, on utilise donc la plateforme, on ouvre un éditeur, alors je vous montrerai comment on ouvre l'éditeur prochainement, et ensuite eh bien, on commence à taper notre code. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque instruction déjà doit se terminer par un point virgule. Le point virgule, c'est le signe que vous avez ici. À partir du moment où vous ne mettez pas ce point virgule, eh bien en fait, ça veut dire que l'instruction n'est pas terminée. Donc ça c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous tapez une instruction ça peut dire par exemple achète l'euro-dollar à tel prix. Eh bien, si vous ne mettez pas un point virgule à la fin, en fait, la plateforme va chercher la suite en fait, de ce qui a rapport à cette exécution, à cette instruction. Et s'il ne rencontre pas de point virgule, eh bien, pour lui, tout ce qui va venir après eh bien, fera partie de cette instruction. Alors qu'en fait, quand vous allez passer à la ligne et écrire une autre instruction, il va tout mettre dans la même et donc justement ça va générer des erreurs. Donc ça c'est la première chose. Chaque instruction doit se terminer par un point virgule. Et lorsque l'on veut grouper plusieurs instructions,
eh bien, un bloc d'instruction, on peut le définir entre deux accolades. Par exemple, on le verra notamment sur les conditions. Lorsque l'on a, en fonction d'une condition, plusieurs instructions à donner, on peut définir donc plusieurs instructions, un bloc d'instructions entre deux accolades. Et ces deux accolades, vous allez bien regarder leur forme, ce ne sont pas des parenthèses, ce sont vraiment des accolades. Donc si vous regardez sur votre clavier, les accolades, vous les trouvez normalement sous le 4 et sous le plus, c'est-à-dire en fait par rapport à la partie numérique de votre clavier, donc qui se trouve au-dessus des lettres, eh bien vous trouvez ces accolades en dessous du 4 et en dessous du plus. Et donc pour y accéder, il faut taper sur la touche Alt GR, donc c'est la touche qui se trouve à droite de la barre d'espace. Et donc quand vous tapez Alt GR4, eh bien vous tapez l'accolade. Et quand vous tapez Alt GR+, eh bien vous tapez la fermeture d'accolade. Sachant que les trois petits points qui sont ici entre les deux accolades symbolisent les instructions que vous pouvez intégrer donc dans ces accolades. Donc à chaque fois que vous allez avoir ici des accolades, tout ce qui sera entre ces deux accolades, c'est-à-dire plusieurs instructions donc qui vont toutes se terminer par un point virgule, eh bien ça sera ce qu'on appelle un bloc d'instructions. Et par habitude, lorsque l'on écrit un code, à chaque fois que l'on tape un point virgule, eh bien on tape Enter, ça veut dire qu'on retourne à la ligne pour avoir en fait une instruction par ligne dans notre programmation. Ok? Voilà, ça c'est la base. Bonjour, alors ce n'est pas de la programmation, c'est du codage que tu copies. Bah, programmer, c'est bien faire du codage. Je comprends pas trop le but. Un algorithme est une suite infinie et non ambiguë d'opérations d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Ouais, ça c'est ce qu'on avait vu à la précédente formation. Alors, dans un algorithme, il est possible d'inscrire des éléments qui ne seront pas exécutés. On parle alors de commentaires. C'est-à-dire qu'en fait, dans le code, on va pouvoir taper des informations qui ne seront pas exécutées et qui ne seront pas visibles donc par la partie programmation, mais qui ne seront visibles que par l'éditeur du code ou par l'opérateur qui va éditer ce code. On parle alors de commentaires. Donc des fois, quand vous dites, quand vous m'entendrez dire ou quand vous entendez un programmeur dire « tiens, ça, on le commente », ça veut dire qu'on va rajouter des éléments de texte dans le code, mais qui n'apportent rien à la programmation. En fait, c'est vraiment des instructions qui sont là pour vous dire, par exemple, quand on écrit une ligne de programmation, on se dit, bon, on commente et on met, par exemple, j'ai écrit cette ligne, par exemple, pour éviter certaines erreurs. Donc, dans un commentaire, on écrit vraiment ce que l'on veut. On écrit en français, en anglais, il n'y a aucune restriction. Et en fait, le commentaire, il y a deux manières de l'intégrer dans le code. Soit en début de ligne, on tape ici les deux slash. Donc on parle de slash quand le slash est orienté, quand il va d'en bas à gauche vers le haut à droite. Lorsque le slash est dans l'autre sens, on parle de backslash. Donc là, on a bien deux slash côte à côte en début de ligne. Et dans cette ligne, tout ce qui va être derrière ce double slash sera ignoré par le code. Et si vous voulez faire des blocs, c'est-à-dire plusieurs lignes qui sont dans les commentaires, soit vous mettez plusieurs lignes avec en fait les doubles slash, soit vous mettez en début ici un slash, une étoile, et ensuite vous mettez le contenu que vous voulez, tout ce qui sera entre le slash étoile et étoile slash sera ignoré, même si les deux ici d'entrée et de sortie, si le slash étoile et l'étoile slash sont sur deux lignes séparées, à partir du moment où vous tapez slash étoile, tout ce qui est derrière sera ignoré en attendant ici de retrouver la fin du commentaire, à savoir étoile slash. D'accord? Donc ça, c'est si vous voulez faire des commentaires sur plusieurs lignes, sachant que si vous mettez deux slash, vous n'allez pouvoir faire un commentaire que sur une seule ligne. Alors vous allez voir que ces deux éléments sont énormément utilisés dans toutes les programmations, même des fois pour structurer son code d'une manière visuelle, pour départager un petit peu des parties, eh bien c'est quelque chose que l'on utilise beaucoup. Des fois on trace même des formes en commentaire pour donner un petit peu d'aération à son code.
Je débarque, mais tu continues tes lives et c'est quand? Les lives, c'est tous les vendredis à partir de 14 h. Bonjour Davis, qui nous donne donc un commentaire. Oui, effectivement. Voilà, donc il y en a déjà qui commencent à s'amuser en tapant des lignes de code dans le chat. Ça va être très rigolo cette session, je le sens. Allez, on continue. Donc ça, ce sont les petits éléments, les petits détails qui sont utiles à connaître dans un code et qui facilitent la vie. Alors, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que le commentaire ne fonctionne pas dans le code, hein, dans le chat. Okay, en HTML, il y a un autre type de commentaire. On tape le symbole inférieur, point d'exclamation et 2 tirets. Ensuite, on marque ce que l'on veut et ensuite, on a 2 tirets et le supérieur, qui nous donne donc là un espèce de commentaire, ce qui est un petit peu équivalent à cette forme ici avec slash étoile et ensuite étoile slash. C'est un petit peu la même chose. Le commentaire est très utilisé dans tous les langages de programmation. Alors, donc les algorithmes sont développés sous MT4 et sont programmés en langage MQL4 qui est un dérivé du langage C. En fait, c'est un dérivé parce que vous avez ce qu'on appelle la base du langage, la structure du langage, et ensuite il y a ce qu'on appelle l'API qui vous donne des termes qui sont spécifiques au trading. En fait, dans le C, il n'y a pas de langage type trading, mais comme là on est sur une plateforme de trading, eh bien vous avez en fait des termes qui sont rajoutés, donc c'est un petit peu comme une surcouche, et donc vous avez des données, vous avez des termes de langage qui seront spécifiques au trading, et donc même spécifiques au trading sur MT4. Hein. Donc c'est pour vous expliquer qu'en fait, ceux qui seront déjà développeurs C connaîtront certaines bases de langage, mais en plus, il faudra qu'ils apprennent les termes spécifiques liés à la plateforme MT4. Alors, le langage C nécessite de déclarer des variables pour définir leur type. On appelle ça un langage typé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez définir une variable, donc une variable, ça va être par exemple pour dire, si par exemple je veux écrire une moyenne mobile, si la moyenne mobile, je veux indiquer que c'est une moyenne mobile 20 par exemple, eh bien la périodicité de cette moyenne mobile, il va falloir définir une périodicité. Et donc on va écrire périodicité, quelque part il va falloir qu'on écrive périodicité égale 20. Et donc périodicité, pour qu'elle soit reconnue par le code, il va falloir qu'on donne le type de données, d'accord, que vaut périodicité. Donc on va voir, il y a plusieurs types, et donc ces types sont sensibles à la casse. Sensibles à la casse, ça veut dire qu'il faut faire attention à bien placer les minuscules ou les majuscules dans certains termes. On va voir que dans les déclarations de type, il n'y a que des minuscules, mais dans le langage, en fait, on a des éléments qui doivent être écrits avec des majuscules, et si on met une minuscule à la place, eh ben, ça ne marche pas, le code n'est pas reconnu. Mais on verra qu'il y a un éditeur visuel qui est assez bien fait par rapport à ça, puisqu'en fait, en fonction de ce que l'on va écrire et la manière dont on va l'écrire, on va avoir des couleurs qui vont changer, et qui vont nous donner déjà des informations sur ce que l'on est en train d'écrire ou pas, et qui vont même déjà nous dire qu'on est en train de faire une erreur ou pas dans sa programmation. Ouais, effectivement, le commentaire, alors des fois on se dit, moi c'est vrai que quand j'ai commencé à programmer, en fait je commentais pas, c'est-à-dire j'écrivais et puis en plus mes codes étaient très simples parce que je suis parti de zéro, donc j'ai commencé vraiment par des petits codes. Et puis on se dit, bon, on sait ce qu'on fait, on se rappelle, en plus au début on travaille sur 2-3 codes et on y revient facilement. Le problème c'est qu'on travaille sur d'autres codes, comme dit Gilles, on peut effectivement y revenir quelques années après. Et effectivement, le fait de commenter, ça peut être utile parce que ça vous évite d'avoir à reprendre tout le code pour comprendre exactement ce que vous aviez codé. Ça peut aller vraiment très vite et des fois, vous retrouvez un code que vous avez écrit et il vous faut quelques minutes, voire des fois même quelques heures pour retrouver en fait ce que vous avez écrit. Et puis, il y a aussi autre chose qui est intéressante, c'est quand vous faites des codes, en général, vous faites ce qu'on appelle des évolutions, vous faites des versions. Et moi, je sais que c'est un truc que je ne fais pas toujours, mais par exemple, des fois, ça peut être utile dans le code, à chaque fois que vous faites une nouvelle version, dans les commentaires, de mettre, bon ben voilà, telle version, j'ai résolu tel bug, ou j'ai ajouté telle fonction, pour avoir un petit peu, dans le code, en fait, un historique
de la progression et de la, je dirais, de l'évolution de son code. Parce que des fois, vous vous dites, tiens, à quelle version j'ai ajouté ça? Et en fait, pour s'en rappeler, ça vous oblige là aussi à décrypter tout le code. Alors que si vous l'avez mis dans les commentaires, eh bien, ça va vous permettre, par exemple, de vous dire, bon ben voilà, telle version, j'avais ajouté telle fonction, et telle version, j'avais encore ajouté telle fonction, etc. Et même certains disent que à chaque évolution, il ne vaut mieux n'ajouter qu'une seule fonction. C'est plus facile. Après, bon, il y a les mises à jour majeures, mineures, etc. Bon, ça, après, on entre dans une autre catégorie. Mais ça peut être important aussi d'écrire ça. Et donc, pour revenir aux valeurs, chaque valeur sera déclarée selon son type. Alors, on a plusieurs types de valeurs dans MT4. Je vais vous présenter les principales. Les différents types de données sont ce qu'on appelle les expressions booléennes. Donc les expressions booléennes, c'est tout simplement, pour ceux qui connaissent l'algèbre de Boole, c'est juste en fait du langage binaire. Ou binaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on vous pose une question, c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas d'autre réponse possible. En fait, ça va vérifier les conditions, si une condition est vraie ou pas. Donc en fait, la réponse sur une valeur booléenne, ça sera 0 ou 1. Ensuite, on a les nombres. Donc, on peut avoir des nombres dans un code. On peut avoir des textes. On peut avoir ce que l'on appelle les dates et heures. Donc là, c'est plus pour l'aspect temporel d'un code. Et puis, pour, je dirais, pour certains affichages, et notamment sur la plateforme, puisqu'en fait, on va afficher parfois des indications ou des objets, eh bien, on va avoir des couleurs. Telle version, je suis passé à l'ISF. Excellent. Donc, on va commencer par les structures particulières. Donc, différents types de données s'écrivent selon une structure particulière. En général, on a donc le type, le nom de la variable, on met un égal, on met la variable, et donc, comme à la fin de chaque ligne, on met un point virgule. Ça, la déclaration, en fait, d'une variable, elle se fait de cette manière. D'accord? Donc là, on va voir ensuite les différents types de variables. Et il y a un élément qui est assez important, c'est que si on veut que la variable soit modifiable, on va ajouter en début de ligne le terme externe de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, on aura externe, type de la variable, nom de la variable, donc là, c'est le nom qu'on va lui donner, et là, la valeur de la variable. D'accord? Donc je vous le rappelle, pour ceux qui pensent que ça va trop vite, le slide sera mis à disposition sur l'espace de formation et vous pourrez le télécharger pour revenir là-dessus à tête reposée. Et comme je vous le disais, dans les prochaines formations, je vous montrerai comment retrouver, comment écrire et comment retrouver tous ces termes. Alors, on va commencer. Une variable nécessaire au paramétrage de l'outil. Ça se met en général en début de code. On ajoutera input. Donc input, en fait, c'est pour aller chercher des valeurs, mais dans un fichier externe. D'accord? Donc, on l'ajoutera de cette manière. Input, type, le nom de la variable et la variable. D'accord? Donc type, ça peut être les types de variables que l'on va voir ensuite. Et on a aussi l'autre terme qui est import, qui est assez similaire. Bon, on expliquera la différence entre import et input, mais en gros ce sont pour aller chercher des valeurs différentes. Il y en a d'autres, c'est pour aller chercher des fonctions Windows. Il y en a une autre, c'est pour aller chercher par exemple des données dans un autre indicateur, etc. etc. Ok. Alors, on parle maintenant des valeurs booléennes. Elles sont toujours égales à 0 ou 1. Donc pour déclarer une valeur, par exemple si on a une condition que l'on va appeler dans son code condition 1, eh bien on va taper tout simplement bool condition 1 égale 0. Ça veut dire que la première condition, eh bien, elle est fausse. Si on teste une condition et que la condition est fausse, la valeur que renverra condition 1 sera égale à 0. Si la condition est vraie, eh bien condition 1 renverra la valeur 1.
Alors, cette valeur ici, 0, quand c'est faux, elle peut s'écrire de différentes manières. On peut l'écrire 0, mais on peut aussi l'écrire false, qui en anglais veut dire faux. Et donc, là, par contre, on n'est pas, on n'est pas sensible à la casse. Si, d'une certaine manière, il y a 3 manières dont on peut écrire false. C'est-à-dire, on peut l'écrire soit tout en minuscule, soit juste avec un F majuscule, soit tout en majuscule. C'est un cas particulier. Quasiment tous les autres termes sont sensibles à la casse et s'écrivent seulement d'une manière. Et donc, pour la condition, donc là, on est à la condition 0. La condition 1, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est quand c'est vrai. On peut l'écrire soit 1, soit true, soit true, soit true. D'accord? Avec juste le T majuscule, ou alors avec tout en majuscule, ou alors tout en minuscule. Ça, ce sont pour les fonctions booléennes. Ok? Donc là, en général, on va aller, par exemple, dans une condition. On va dire, si par exemple, telle moyenne mobile est au-dessus de la moyenne mobile, eh bien, condition égale 1. Condition égale vrai. Et si elle n'est pas, la moyenne mobile n'est pas au-dessus de l'autre, eh bien, condition égale 0. À partir du moment où on aura validé dans le début du code bool condition égale 0 ou 1, eh bien, on saura que condition ici, condition 1, ne pourra être que égale à 0 ou 1. En fait, le fait de déclarer ici cette variable, ça nous permet de limiter les valeurs possibles à cette variable. Ensuite, on va parler des nombres entiers. Donc, on a des nombres entiers et des nombres réels. Donc, la différence, c'est tout simplement que on a tout simplement les nombres entiers qui sont comme int, d'accord? Donc, int comme intégrale. Donc data, ça peut être la valeur de notre terme, est égal à 5. Donc là, on va avoir en fait un nombre. Là, on saura que data, il ne pourra être que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ne pourra pas, par contre, être à 5, quelque chose. Donc si, par exemple, on lui crée une division et que le résultat, c'est 5,2, eh bien, en fait, le système va arrondir le chiffre ici à 5. D'accord ? Si on veut avoir une valeur décimale, eh bien, on écrira double, c'est-à-dire qu'on aura un chiffre ici qui sera décimal et qui pourra par exemple s'écrire 5,2. Si par exemple on écrit double data égale 5, le système nous renverra une valeur 5.0. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on dit que ici on a une valeur qui est décimale, eh bien si on inscrit une valeur entière, le système va transformer la valeur ici en valeur décimale équivalente, donc 5.0. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces premières choses? Motivé, on y croit. D'accord. Bon, a priori, tout le monde suit. N'hésitez pas à poser des questions, même si je ne reviens pas tout de suite, je peux y revenir par la suite. Alors, ensuite, le nombre peut être déclaré sans leur assigner une valeur particulière. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que des fois, on peut très bien désigner un format de valeur, mais sans vouloir leur donner des valeurs tout de suite, parce que les valeurs seront données à l'intérieur du code d'une manière avec des calculs ou selon certaines conditions. Eh bien, on peut tout simplement écrire, donc dire par exemple, on a plusieurs valeurs ici qui sont des nombres entiers. On peut donc définir int ici, toutes les noms de valeurs, et mettre à la fin un point-virgule. Ça voudra dire ici qu'on dira toutes nos variables ici sont des nombres entiers, d'accord, mais je ne leur donne pas de valeur. Donc le système va définir toutes ces valeurs de démarrage à 0. Ok, idem pour des doubles ou idem pour d'autres types. D'accord, on peut très bien avoir d'autres formats qui n'auront pas de valeur définie, et dans ce cas-là, les valeurs peuvent être définies ultérieurement. Ouais, c'est quand même compliqué. Le crayon chauffe, mais la vitesse est bonne. Non, normalement, c'est pas la peine de noter. Hein. En plus, c'est des choses qu'on peut retrouver facilement. Là, le but, effectivement, c'est pas de rendre la chose compliquée, c'est de vous expliquer en fait les bases pour qu'après, lorsque l'on va regarder des codes, vous puissiez les comprendre. Ok ? Moi, je vous dis honnêtement, je programme des algos assez souvent. Et il y a encore des termes que à chaque fois, je me trompe quand je les écris. Ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps, où effectivement, des fois, je fais des erreurs, où j'écris des termes pas de la manière dont ils devraient. Et simplement, je sais qu'il y a une manière très simple de retrouver. D'accord ? Eh bien,
là, en fait, ce qu'on dégrossit, c'est le fait de comprendre un petit peu comment va fonctionner le code. Donc, je suis obligé de vous expliquer les termes de base. Mais après, on verra que ces termes de base, le fait d'en avoir juste parlé, je vous demande surtout pas de tous les retenir par cœur, hein, ça sert à rien. Mais le fait qu'on en ait parlé, eh bien, en fait, vous vous rappelez que, ah oui, ça, effectivement, on met int parce que... Mais j'y reviendrai, d'accord ? Quand on va écrire un code, on va dire, bon ben voilà, je vous dis là, je vais déclarer toutes mes valeurs intégrales, par exemple, puis toutes mes valeurs décimales et toutes mes valeurs texte, par exemple. Et donc, justement, on va passer au texte. Alors, n'y voyez aucune allusion, mais les textes sont définis par le terme string. Donc, par exemple, on a toujours la même structure. On définit donc notre forme de variable, à savoir string. On met par exemple texte, c'est-à-dire ma variable va s'appeler texte. Mon texte en clair ici entre deux guillemets, et on met un point virgule. C'est la même chose que sur d'autres variables. Si on met externe ici devant, eh bien en fait, le texte que l'on va rentrer ici sera modifiable. C'est-à-dire que quand on l'aura placé sur la plateforme, eh bien on pourra éditer les paramètres de l'algorithme et changer. Par exemple, mon texte en clair, eh bien, on pourra très bien mettre mon texte en foncé, par exemple, et l'algorithme fonctionnera avec mon texte en foncé. Et donc, si on veut changer ce texte manuellement, il faut placer donc la valeur externe. C'est ce qu'on avait vu. Donc, ça fonctionne sur les chiffres, mais ça fonctionne aussi sur les textes. Ça y est, je savais bien qu'il y en avait un qui allait relever. Ok, donc là, les textes sont inscrits de cette manière. Il faut absolument mettre les doubles guillemets comme ça. Hein. D'accord ? Chose à savoir, les textes ont une longueur maximale de 205 caractères, 255 caractères. Ce qui veut dire que si vous voulez écrire un texte plus long, eh bien, vous serez obligé de scinder votre texte en plusieurs variables. Alors, un exemple tout bête d'application de long texte pour ceux qui suivent les signaux sur le site boursicoté.com. Vous avez vu que des fois il y a des signaux et en fait il y a toute une explication du signal. Et en fait ces textes sont générés automatiquement par un algorithme MT4. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus que 255 caractères et donc pour générer tous ces textes, eh bien j'ai été obligé de scinder le texte en plusieurs parties, en plus en entrant des variables à l'intérieur. Et donc, je l'ai fait de cette manière parce que je sais que donc on ne peut mettre que 255 caractères dans une seule variable texte. Donc, si vous voulez faire une phrase avec plus de 255 caractères, eh bien, vous mettez texte 1, texte 2, texte 3. Et ensuite, quand vous appelez votre texte, eh bien, vous mettez texte 1, texte 2, texte 3 d'affilée. Et en fait, vous avez l'intégralité de votre texte qui peut être délivrée. Allez. Ensuite, on a tout ce qui est temporel. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus parce que il y a pas mal de manières en fait d'inscrire des données temporelles dans un code. Mais tout ce qui est sous la forme temporelle sera signalé par datetime. Ça veut dire que si vous voulez rentrer une variable qui correspond à une date, donc là, ça peut être une date, ça peut être une heure, ça peut être du temps passé, ça peut être beaucoup de choses. Et bien en fait, il faudra inscrire cette valeur sous le format datetime. Et donc, ça sera sous ce format, donc datetime par exemple date 1. Et vous pouvez par exemple avoir ce format avec donc le jour. Donc on est le 8 avril 2019. Et voilà, j'avais fait une allusion, on est déjà légèrement en retard. Je m'étais dit que sur ce slide, il serait à peu près 17h30. Et il est déjà 17h35, donc déjà je suis un petit peu en retard. Donc voilà, donc vous voyez, ça par exemple, c'est tout à fait le type de texte que vous allez pouvoir écrire pour définir une heure, et un jour et une heure par exemple. Ensuite, on a les couleurs. Donc les couleurs qui peuvent être utilisées pour l'affichage de certaines données. Alors, les couleurs, c'est un petit peu particulier parce que on peut les exprimer selon deux formats, c'est-à-dire le format RGB. Donc le format RGB, RGB en fait c'est l'initiale des trois couleurs primaires en vidéo qui sont le rouge, G pour green et B pour blue. Et donc chaque valeur ici va aller de 0 à 255.
Alors pourquoi 0 à 255? Pour ceux qui font de l'informatique, 256 c'est 2 puissance 8. Et en fait, comme on a 0, en fait, pour avoir 256 valeurs, on ne va que jusqu'à 255. Et c'est 2 puissance 8 parce que ce sont des octets. Donc en fait, ce sont des valeurs qui permettent en fait de graduer. C'est-à-dire on va de 0 à 255, sachant que 0 c'est le plus faible, 255 c'est le plus fort. Et si on donne une valeur de 0 à 255 à toutes les lettres que l'on a ici, eh bien on aura donc ce qu'on appelle une couleur définie en 8 bits, avec donc ici de 0 à 255 sur le rouge, sur le vert et sur le bleu, et on peut déjà faire quasiment toutes les couleurs que l'on trouve sur la plateforme MT4. Donc ça, vous retrouvez ça aussi sur des logiciels de dessin. Vous pouvez donc afficher toutes ces couleurs en RGB dans MT4. Ou alors vous pouvez les mettre sous forme textuelle, sachant que certaines couleurs sont déjà préinstallées dans la plateforme MT4. Alors je vais vous donner des exemples. Là, ce sont les formats de couleurs donc sous forme textuelle. Donc en fait, on met CLR, par exemple red pour le rouge, ici black pour le noir, white pour le blanc. Alors on en a beaucoup, hein. Je ne me rappelle plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a une cinquantaine ou une soixantaine des couleurs prédéfinies. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais vous mettre sur... Vous pouvez les retrouver, ces couleurs, ici. Alors, je vais vous placer sur mon autre écran. Voilà. Hop là, pardon. Donc là, en fait, sur ces couleurs, si vous faites par exemple... ici propriété et que vous allez dans les couleurs, ici si vous cliquez sur n'importe quelle couleur, vous retrouvez ici toutes ces couleurs. D'accord? Et là si vous restez appuyé par exemple sur une, vous voyez ici une infobulle qui apparaît, par exemple ici c'est la couleur Dodger Blue. Et bien si vous mettez CLR Dodger Blue, vous allez retrouver cette couleur dans le code. Ok? Voilà, donc ça c'est les couleurs telles qu'elles sont reprises ici dans la plateforme MT4. Ok. Alors, donc là, on a des couleurs prédéfinies et par exemple, vu qu'on va de 0 à 255, si par exemple vous avez la couleur 128,128,128, eh bien vous avez une couleur qui vous donne en fait le gris, quoi. Ok. Sachant que en couleur, vous pouvez mettre CLR Gray, par exemple. Donc ça, c'est deux manières en fait pour pouvoir inscrire des couleurs dans votre code. Ensuite, ce que l'on peut faire dans le code MT4, ce sont par exemple des opérations. Une fois qu'on a des variables, on va être parfois amené à faire des calculs. Donc en fait, on a accès aux diverses opérations mathématiques les plus simples. Donc on a les opérations possibles qui sont le plus, le moins. Donc le multiplié ici sera fait au moyen d'une étoile. Donc l'étoile, c'est si vous l'avez normalement sur votre pavé numérique, c'est sur le pavé numérique l'étoile qui se situe juste au-dessus de la touche 9. Ou alors vous avez le slash qui est donc pour la division, et ce slash il se situe juste au-dessus de la touche 8 de votre pavé numérique. D'accord? C'est le même slash que l'on peut utiliser pour commenter par exemple. Alors vous avez aussi une autre opération qui est possible, alors qui n'est pas souvent utilisée.
c'est tout simplement le pourcent. Le pourcent, en fait, ce qu'il définit, c'est le reste dans une division. C'est-à-dire quand vous faites une division, vous voulez diviser par exemple, je sais pas moi, 6 par 4. 6 divisé par 4, ça fait 1, il reste 2. Et bien en fait, si vous avez défini des nombres entiers, et bien là en fait, si vous le pourcent ici va vous afficher le reste de la division. Donc il va vous afficher 2. D'accord? Alors les opérations, c'est une chose. Mais ensuite, on peut créer ce que l'on appelle des incrémentations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une incrémentation? Est-ce que vous savez tous ce que c'est, une incrémentation? Une incrémentation, c'est le fait de dire, par exemple, je prends une valeur et je mets 1 de plus à cette valeur. D'accord? Donc par exemple, j'ai une valeur qui est égale à 1, et puis je veux tester à 2, et puis je veux tester à 3, je veux tester à 4. En fait, au lieu d'écrire la nouvelle valeur est égale à l'ancienne valeur plus 1, dans MT4, on a une fonction qui permet d'incrémenter. Alors donc ça sera ici valeur plus plus. À partir du moment où on aura une valeur et où on mettra plus plus devant, eh bien ça veut dire qu'on va augmenter cette valeur. Donc en fait, ça voudra dire valeur égale valeur plus plus. Donc on n'est pas obligé d'écrire tout ça. Juste valeur plus plus va suffire. Valeur égale valeur plus plus, ça voudra dire en fait valeur est égale à valeur plus 1. Tout simplement. On va rajouter à la valeur ici. Si par exemple la valeur elle est à 0, si dans le code on a valeur plus plus, et bien en fait valeur va prendre la valeur de 1. Et si en fait, quand on va rencontrer encore valeur plus plus, il va prendre 2. Valeur plus plus, encore 3, etc., etc., etc. Ça peut permettre en fait d'augmenter de 1 sans forcément connaître la valeur initiale de la variable. On peut aussi faire des incrémentations négatives, c'est-à-dire faire l'inverse. On a une valeur et si on met valeur moins moins, et bien en fait, dans la valeur, à chaque fois qu'on va rencontrer ici cette fonction, eh bien on va soustraire à la variable la valeur 1. Ok? Alors, dit comme ça, effectivement, on se demande à quoi ça sert, mais quand après je vais vous montrer, par exemple, la structure d'une boucle, vous allez comprendre que cette donnée d'incrémentation, elle est assez importante et elle est assez intéressante à utiliser. D'accord? Parce qu'elle permet en fait, en tapant juste plus plus, d'économiser beaucoup de frappes au niveau du code. Si on met le plus plus en fin de variable, la variable est incrémentée après l'opération. Si on met le plus plus en début de variable, la variable est incrémentée avant l'opération. Ah ça, je savais pas. Bon, comme quoi, on en apprend tous les jours. Bon, pour ceux qui ont des questions, Lucius c'est un très bon niveau de programmation, on échange de temps en temps. Noam aussi. Donc voilà, je savais bien qu'il y aurait des... Effectivement, là je présente les choses d'une manière simple, mais effectivement, il peut y avoir beaucoup d'autres interprétations. Ouais. Je vous remercie en tout cas d'être vigilant par rapport à ça. Ensuite, il y a une chose qui est intéressante donc dans le code, parce que là, bon, pour l'instant, on n'a fait que présenter. On va pouvoir créer des comparaisons. En fait, le but dans un algorithme, c'est de récupérer des données donc, qui sont sur le graphe et ensuite de les comparer. Par exemple, si vous voulez dire si mon prix est supérieur à telle moyenne mobile ou si mon prix est inférieur à une moyenne mobile, donc là, on commence à connaître les structures du code. On va définir donc la moyenne mobile, est-ce qu'elle peut être déjà intégrale, décimale? En général, une moyenne mobile, c'est plutôt décimale. Donc, on va déclarer la valeur de la moyenne mobile. On va aller chercher le prix. Et ensuite, on va créer une condition. Tiens, dis-moi, par exemple, est-ce que le prix, là, il est supérieur ou inférieur à la moyenne mobile? Et donc, pour savoir ça dans un code, eh bien, on va créer ce qu'on appelle une comparaison. Et donc, il y a plusieurs manières de faire la comparaison entre deux valeurs. On a plusieurs signes. Alors, vous voyez que ce sont, à part ici les inférieurs et supérieurs, ce sont des comparaisons à deux signes. Alors, pourquoi on n'a pas mis égal? Tout simplement parce que égal,
c'est réservé à la déclaration des valeurs et c'est réservé aux fonctions booléennes. D'accord ? C'est-à-dire que là, le fait de mettre 2 égales, eh bien, ça permet de s'adresser à l'ensemble des valeurs. Donc ça, en fait, c'est si la valeur, dans la comparaison, quand on met 2 égales comme ça, alignées, eh bien, ça voudrait dire si la valeur égale à ça. Là, le point d'interrogation est égal derrière, ça veut dire différent. Inférieur, supérieur, bah, c'est est-ce que la valeur inférieure et est-ce que la valeur est supérieure. Donc moi, quand j'étais petit, je me rappelais, c'est toujours du côté le plus grand que la valeur est supérieure. Donc là, ça veut dire inférieur, là, ça veut dire supérieur. Et là, c'est inclusif, c'est-à-dire inférieur ou égal. Et là, supérieur ou égal. Ce sont les comparaisons, en fait, qui sont utilisées pour les différents tests que l'on va avoir à faire. Avec ça, normalement, on peut tout faire. Voilà, TraderForex rajoute effectivement le égal, c'est plus pour une affectation. Ok, c'est plus pour définir une valeur. À partir du moment où on veut faire une comparaison, il va falloir prendre soit ici le égal, soit le différent. Il y a aussi un autre élément, c'est les conditions logiques. Donc les conditions logiques, elles permettent de vérifier des états. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une condition logique ? Une condition logique, c'est les fonctions OU et les fonctions ET. D'accord ? Donc les conditions logiques, ce sont celles-ci. Donc fonction ET, on va aller dans une condition vérifier si ce qui est devant et derrière, d'accord, sont des fonctions vraies. Ok ? Donc si par exemple on écrit une condition 1 et condition 2, la fonction, enfin non pas la fonction, la valeur sera retournée vraie si les deux conditions sont vraies. Par contre là ici c'est un OU, donc ça veut dire que si une des deux conditions devant ou derrière sont vraies, la valeur va retourner vraie. Si les deux conditions sont vraies, ça va retourner vrai. Par contre, si les deux conditions sont fausses, ça va retourner la valeur fausse, donc false. Alors qu'avec et, il faut que les deux conditions soient vraies pour avoir une réponse vraie. Par contre, si on a une fausse quelque part autour du et, eh bien en fait, ça fait la comparaison ici va envoyer la valeur fausse. Ok ? Donc ça c'est pour la comparaison, il y a les et, il y a les ou. Et ça c'est la fonction, c'est la comparaison différente. Ok ? Et donc maintenant, à quoi ça va servir ? Ça va servir à faire ce qu'on appelle des instructions conditionnelles, qui permettent d'exécuter une action en fonction d'un résultat. Et donc là, on va rentrer dans ce que l'on appelle les conditions. Et les conditions, c'est important de les connaître en fait quand on programme, parce que c'est avec des conditions que justement on va donner différentes résultats possibles à notre algorithme. Alors, une condition, elle se présente de cette manière. En gros, on a if qui dit, ça if c'est le terme de programme qui dit, là on rentre dans une condition, donc en anglais ça veut dire si. La condition, elle arrive ici dans une parenthèse. Donc là, c'est dans cette condition. Donc on peut avoir une seule condition. Si par exemple ici, condition, c'est une donnée booléenne, donc soit vraie, soit fausse, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que si ici, ce que l'on a à l'intérieur de cette parenthèse est vrai, eh bien on va faire une action. D'accord? Donc if nous dit on a une condition, là on vérifie les conditions, et si ce qui est entre les parenthèses est vrai, on a une action. Et toujours, on met ici un point-virgule. Un exemple, si la valeur est inférieure, ou pardon pour la faute, à 100, j'achète. Ok? On va l'écrire en simplifié, c'est pas un vrai code. Hein. D'accord? Je vais l'écrire selon ce que l'on a ici. Si la valeur est inférieure à 100, j'achète.
Ok? Vous voyez que, par exemple, là, on pourrait dire tout simplement, ici, à la place de valeur, je mets mon prix. Ici, par exemple, à la place du 100, je mets une moyenne mobile. Et je peux très bien avoir ici, dans cette fonction, si mon prix est inférieur à la moyenne mobile, j'achète. Et bien en fait, ça, on peut commencer à avoir des ordres en fait, qui seront donnés en fonction de conditions. Et donc ça s'écrit de cette manière. Alors après, ça c'est une condition qui est relativement simple. On peut avoir ensuite plusieurs conditions et plusieurs actions. D'accord? Donc les instructions conditionnelles permettent d'exécuter plusieurs actions en fonction de plusieurs conditions. Donc voici un exemple. Par exemple, on va avoir ici si condition 1 et condition 2. Alors là, j'ai mis que deux conditions. On comprend que ce sont deux conditions booléennes, par exemple. Et donc s'il y a et, ça veut dire que les deux doivent être vrais. Eh bien, je peux ensuite, en fonction de ces conditions, avoir plusieurs actions. Et dans ce cas-là, on utilisera les parenthèses, enfin non, ah ça y est, le terme m'échappe, c'est pas les apostrophes, c'est les, enfin voilà, le terme va me revenir, je suis désolé. On ouvre ici notre première parenthèse, on définit nos actions, à la fin de chaque action, ici, on met un point-virgule, et ensuite on ferme. Les accolades, merci Noam, j'avais perdu le terme, d'accord? Donc là, on a déjà une condition qui est un peu plus complexe. C'est-à-dire que là, dans cette condition, entre les parenthèses, il faut qu'on ait toutes nos conditions. Et si l'ensemble de ce qu'on a entre nos parenthèses ici sont corrects, on ouvre ici l'accolade, on met toute notre liste d'actions, et tant qu'on ne referme pas l'accolade, eh bien en fait, on va exécuter toutes les actions si ici les deux conditions sont vraies, si ce que l'on a entre les parenthèses est vrai. Non, les crochets, c'est pas ça. Les crochets, c'est ce que vous avez sous le 5 et sous le petit O de numéro. Les crochets, c'est différent encore. D'accord? Donc là, la structure ici d'une instruction conditionnelle, elle est codée de cette manière. Et ça, on va voir que c'est souvent utilisé dans les codes parce que en fait, c'est avec ça que l'on va vraiment architecturer notre structure de code. Parce qu'en fait, en code, au début, on a des données. Ensuite, on a des conditions. Et selon les résultats que l'on a au niveau des conditions, on effectue soit des achats, soit des ventes, des opérations de trading. D'accord? Donc là, c'est vraiment important de connaître ici la manière dont sont codées les conditions. Et on verra que sur des codes réels, eh bien, on a beaucoup de conditions et que quand on sait les décrypter, eh bien, on voit en gros ce qui est fait par ce qui est demandé par le code. Donc les instructions conditionnelles, elles permettent d'exécuter plusieurs actions en fonction de plusieurs conditions et de définir aussi des actions alternatives. Alors, qu'est-ce que c'est une action alternative? Là, je vous ai dit, si la condition est bonne, eh bien en fait, j'effectue ces actions. Mais si elle est fausse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut définir des actions alternatives avec le terme else. D'accord? Je retrouve donc mon code initial. Si les conditions 1 et 2 sont vraies, eh bien j'ai l'action 1 et l'action 2 qui sont exécutées. Sinon, donc comprendre si ce qu'il y a ici n'est pas vrai, eh bien j'effectue une action 3 et une action 4. D'accord? Donc ça peut permettre, par exemple, sur une seule instruction conditionnelle, eh bien de dire, je fais un test, si c'est vrai, je fais ça, si c'est faux, je fais ça. Et vous voyez qu'à chaque fois, on ouvre une accolade, on referme, on écrit else, on rouvre une accolade, on met nos actions, toujours avec des points-virgules, et on referme. Alors, effectivement, pour la présentation du programme, c'est bien de mettre l'accolade à ligne. Ouais. Alors, c'est vrai que par le jeu des tabulations, on peut architecturer, parce que là, c'est vrai que le code est simple, mais on peut architecturer notre code. Et effectivement, normalement, j'aurais dû mettre cette accolade ici plus avancée. Bon, après, moi, je sais que je fais pas toujours comme il faut dans mes codes. Je pense que quand vous allez voir mes codes, je vais
vous allez comprendre. Mais l'important ici avec la tabulation, effectivement, c'est de pouvoir hiérarchiser un petit peu les conditions pour pouvoir un petit peu visuellement comprendre la logique en fait. C'est-à-dire que des fois, on crée des conditions de conditions de conditions. Et effectivement, là, avec les tabulations, c'est bien de décaler pour pouvoir justement définir la hiérarchisation des conditions. Pas de zen. Non, là on reste pour l'instant, on va rester sur le else. Hein. C'est comme sur les boucles tout à l'heure, je vais vous en montrer qu'une parce que déjà que là ça me semble très compliqué pour les néophytes. Donc si on montre des choses trop compliquées, je pense qu'on va perdre tout le monde. Ouais, pour débugger c'est plus rapide, je suis assez d'accord. Au début tu fais ça, mais ensuite tu trouves que c'est une ligne perdue, donc tu penches vers l'accolade en fin de ligne. Alors voilà, c'est ça. Moi, des fois, je saute des lignes. Voilà, il y a des choses. Alors, il y a des choses à faire. Moi, au début, je codais un petit peu à la volée. Et puis, c'est vrai que des fois, on va voir, même il y a des alignements qui sont assez intéressants. Visuellement, effectivement, comme dit, je crois que c'est Xavier, pour débugger, c'est plus rapide. Oui. Gros algo, combien de lignes? Oh, je sais pas, mais... j'ai parfois eu cette discussion. Moi, mes algos sont assez simples. Hein. C'est-à-dire que mes algos de mémoire, j'en ai un là. Alors, les plus simples, ils font une centaine de lignes. Mais j'ai des algos qui font... ouais, là, j'en ai un à 250. Ça va de 250 à 400 lignes. Moi, j'ai pas des gros algos, hein, mais je sais que j'ai vu passer des codages à 2000 lignes, des choses comme ça, ouais, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Après, tout dépend comment est aéré le texte aussi, s'il y a beaucoup de commentaires, etc. Mais je sais pas à partir de combien on peut dire que c'est un gros algo, quoi. Bon, Virginie a trop de mal à suivre. Pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation, et je comprends que ça puisse être rébarbatif, regardez juste vraiment comment c'est fait. Vous verrez que ça, les conditions, on va les retrouver après. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, tout à l'heure, je vous disais, effectivement, quand on ouvre l'éditeur, eh bien, on arrive à retrouver comment c'est écrit. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'écriture, l'éditeur MT4 en fait vous apporte une aide. C'est-à-dire vous avez une aide en temps réel qui vous est donnée par le code. Et en fait, même si vous perdez un petit peu, même si vous ne savez pas exactement comment écrire, eh bien en fait déjà l'éditeur vous guide. Là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous montre un petit peu les fonctions principales. Ça reste franchement, hein, pour ceux qui programment déjà et qui sont présents, c'est vraiment très superficiel. Je vous montre vraiment des fonctions très simples. C'est juste après, pour quand on va passer sur des codes où les fonctionnalités seront un peu compliquées, on ne va pas aller dans des codes trop compliqués, vous inquiétez pas. Et bien en fait, c'est pour que vous puissiez visualiser directement la structure. Ok ? Voilà, donc, et vous inquiétez pas aussi, dans la programmation qu'on va faire, en fait, on va rester sur des codes relativement simples. Le but pour moi n'est pas de vous montrer des codes super compliqués, mais de vous montrer comment est architecturé un code pour que, par exemple, quand vous allez le trouver, bon, alors après, il y en a qui sont écrits, des fois, il n'y a aucun saut de ligne, rien du tout, et c'est compliqué à décrypter. Mais normalement, un code bien écrit, vous avez plusieurs, comment dire, vous avez plusieurs, un petit peu comme dans un texte, vous avez plusieurs paragraphes qui vous permettent, eh bien, de visualiser les différentes parties du code. Une fois que vous connaîtrez les termes clés, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'une fois que vous connaissez les termes clés, eh bien, en fait, vous savez dire, tiens, ben là, il y a des conditions, là, il y a des ordres d'achat, là, il y a des ordres de vente, là, il y a du money management, là, il y a de la détection de position, etc., etc. C'est juste, en fait, pour ça. Comme je le disais dans la présentation, le but, c'est, je ne peux pas faire de vous des programmeurs en 8 séances d'1h30, c'est pas possible, mais simplement je peux vous montrer déjà le début de l'architecture, le début du langage, pour que vous puissiez en fait commencer. C'est-à-dire que si vraiment, là en fait le but pour moi c'est de vous montrer vraiment le potentiel que l'on a dans l'algo, et puis
pour qu'après, si vous avez envie vraiment de continuer, eh bien, vous ayez une première base. Mais ça ne sera qu'une première base, hein. On peut pas... Enfin, moi, quand je vois le temps qu'il a fallu le temps qu'il m'a fallu pour apprendre le langage, et je suis pas encore au top du langage. Bon, il y a des gens qui font des études très longues, hein, pour ça. Pourrais-tu à la fin de l'émission montrer un programme le plus simple possible pour voir comment ça se passe jusqu'à l'exécution? Alors ça, Virginie, ça sera fait quand il y aura la session sur les algorithmes. Après, hein, pour ceux qui ont vu le programme, vous allez voir qu'on va voir les indicateurs, on va voir les scripts et on va voir les expert advisors. Les expert advisors qui sont les robots de trading. En fait, on va en programmer un petit et justement, je vous montrerai les structures. D'accord. Alors effectivement, si là ça se termine à temps, je vous montrerai effectivement un code léger. On va voir si j'ai quelque chose de léger là, et puis j'essaierai de vous en montrer un. Ah ben je vous montrerai même le si je sais même ce que je vais vous montrer. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'irai le chercher tout à l'heure. Ok, donc on continue. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose aussi qui est très utilisé dans les algorithmes MT4, c'est ce que l'on appelle les boucles. En fait, les boucles, c'est une condition que l'on va répéter plusieurs fois. Tant que la condition est bonne, par exemple, eh ben, on va répéter. Par exemple, vous allez... tout à l'heure, on a vu les incrémentations. Et je veux tester ma condition sur plusieurs valeurs d'une même variable. Par exemple, je veux tester une condition si la valeur est égale à 1, de 1 jusqu'à 50. Et bien en fait, je vais créer une boucle qui va dire, cette variable, je vais la faire varier de 1 à 50, et à chaque fois, je vais tester ma condition. Soit on écrit tout à la main, et on écrit tout de 1 à 50, soit on crée ce qu'on appelle une boucle. Et une boucle, en fait, c'est une facilité pour écrire en fait certaines instructions. Alors la boucle, elle se présente de telle manière. Donc la boucle, elle commence par for. Alors je ne vais pas aborder les boucles while, ok. Je vais juste aborder ici ces boucles simples. Donc on a for, on va définir ça, variable 1, condition 1, action 1, d'accord. Et une fois que l'on a créé ça, eh bien on a une instruction exécutée, d'accord. Donc ce qu'on va retenir, c'est ça, et maintenant je vais vous détailler la partie ici qu'on a variable 1, condition 1, action 1, exécuter. Et ensuite je vais vous dire à quoi ça peut servir. Donc ça c'est notre donnée initiale. Alors, variable 1, c'est ce qu'on appelle la variable clé. C'est la variable qui va varier en fait pendant la boucle. Okay, c'est celle que l'on va faire varier. C'est ça, et variable 1, au début, elle aura une valeur de départ. Ensuite, condition 1, c'est la condition à tester à chaque boucle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer ici de variable, on va tester cette condition. Et ensuite, action 1, c'est ce que l'on va faire à chaque fois que l'on aura fini la boucle. Alors, tout bêtement, hein, on va y arriver. Et donc, à chaque fois que l'on va avoir une boucle, on va exécuter ici des instructions. Ok, exécuter à chaque boucle valable. C'est-à-dire tant que l'on est dans la boucle, d'accord, là on va définir la variable, ensuite on va exécuter. Et une fois qu'on aura exécuté, on reviendra à la variable, d'accord. Et en général ici on a une variable de départ, on a une condition. Donc par exemple ici on a une variable par exemple, ça va parler à ceux qui programment un petit peu, i égale 0. Condition i est inférieur à 50. Et ici, action, on va mettre une incrémentation, on va mettre i++. Je prends une boucle très simple. Hein. Ok, donc là, ça veut dire qu'au début, ma variable, elle est égale à 1. Elle est bien inférieure à 50. Donc ici, on va rajouter plus 1. Donc la variable va être égale à 2. Et avec cette variable, on va exécuter ici un ensemble d'instructions. Et on va voir ce que ça donne avec la variable 2. En fonction de ce que l'on va trouver, on va avoir plusieurs exécutions. Une fois qu'on aura fini les exécutions, on va revenir là. Donc variable 2, inférieure à 50, eh ben on va rajouter
on va lui mettre plus, c'est-à-dire elle va être arrivée à 3, et on va exécuter avec 3. D'accord? Donc ça, en fait, cet ensemble-là, c'est une boucle. Et ça, c'est très utilisé pour, par exemple, détecter les positions qui sont déjà présentes sur un compte. Ça, je les détaillerai par la suite, mais on a une fonction dans le langage MT4 qui définit, par exemple, le nombre de positions. Il nous dit, bon, ben, par exemple, voilà, actuellement, sur le compte, il y a 5 positions ouvertes. Il y a, par exemple, 2 achats, 3 ventes. OK. Et bien donc, si on est, I ici, c'est l'ensemble des positions, et que I est inférieur au nombre total de conditions, on va rajouter plus 1. Et donc là, on va vérifier si la position en cours, elle a bien été générée par l'algorithme. Donc on va vérifier, oui ou non. Une fois qu'on aura vérifié, eh ben, on va aller voir la deuxième position. D'accord ? Tant qu'on a encore un numéro inférieur au nombre total de conditions, on va rajouter plus, on va aller revérifier, etc. etc. Ok ? Donc ça, c'est très utilisé. Alors les boucles, c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand on n'a jamais programmé, est difficile à comprendre. Mais c'est utilisé dans tous les algos parce que la boucle, en fait, c'est ce qui va nous servir à aller voir si sur le compte, il y a déjà une position qui a été ouverte par ce même algorithme. Ok. Donc là, par exemple, un exemple, hein, j'avais pris un autre exemple. Par exemple, pour x égale à 1, tant que x est inférieur à 100, eh bien, je fais ici x++, c'est-à-dire je rajoute x à 1. Et donc, de 1 à 100, eh bien, je vais aller exécuter ici un nombre d'opérations. D'accord? C'est exactement la même chose. C'est très bien de ne pas parler des boucles while. Je sais pas, dis-nous pourquoi, Noam. Moi, c'est des boucles que je n'utilise pas. Donc, c'est vrai que j'ai voulu... Déjà que je trouve ça... Honnêtement, quand j'ai fait ce slide, je me suis dit, oh là là, c'est quand même super compliqué. Donc, j'ai préféré vraiment rester dans les... Comment dire? Dans les variables simples. Parce que je me suis dit que, bon, honnêtement, je pense que c'est cette session de formation qui est la plus rébarbative. C'est vraiment connaître les bases du langage. Là, je vais essayer de vous donner vraiment les bases, de vous les expliquer. Vous verrez qu'après, quand on va voir des codes, eh bien ça va s'éclairer un petit peu. Mais que si on ne voit pas ce chapitre-là, en fait, quand on va ouvrir un code, on ne va rien comprendre du tout. Alors, maintenant, on va parler des importations. Je vous les ai abordées tout à l'heure. Alors, il y a deux types d'importations. Enfin, ça, c'est vraies importations. Donc, include permet de récupérer du contenu depuis un autre fichier. Ça peut être une librairie, ça peut être une DLL, ça peut être un autre indicateur, etc. Et vous avez import, permet de récupérer du contenu d'un autre exécutable ou une fonction Windows. Par exemple, ça pour faire marcher les boîtes, on en parlera tout à l'heure, eh bien on va aller se servir de la fonction Windows qui affiche les boîtes. D'accord ? Une boîte, c'est quand vous avez un carré, par exemple, votre compte n'a plus d'argent, est-ce que je continue? Et vous cliquez sur OK. Ça, par exemple, c'est une boîte. Donc ça, il faut aller chercher dans Windows des fonctions qui sont prédéfinies. Donc ça, en fait, honnêtement, il n'y a pas besoin de les apprendre parce que dans la majorité des codes, c'est toujours les mêmes qu'on aura. Bon, après, sur des fonctions spéciales, on peut en avoir besoin, mais là, on ne va pas aborder les choses trop compliquées. Donc ça, c'est voilà, c'est des deux instructions qui vous permettent d'aller chercher du contenu externe. Define, ça permet de définir une valeur constante. C'est-à-dire qu'en fait, cette valeur, si on définit une valeur, elle ne pourra pas varier dans le code. Et une property ici, c'est ce qui permet de définir des options ou des informations. C'est par exemple dans property que l'on dit que l'algorithme il a été écrit par telle personne, que cette personne elle a tel site internet, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle les propriétés. D'accord ? Maintenant, il y a une chose qui nous intéresse, dont on va parler, c'est ce qu'on appelle les fonctions de trading. Alors,
pour vraiment faire dans la simplicité, il y a des éléments que j'ai été chercher directement en copie écran sur LED MetaTrader. Je vais vous montrer en quoi consiste LED tout à l'heure. Et donc ces fonctions de trading, vous allez voir que là, par rapport à ceux qui utilisent MT4, eh bien on va retrouver certaines choses. Par exemple, dans les fonctions de trading, il y a une chose qu'on va avoir besoin d'afficher, ce sont les unités de temps. Et donc là, il y a une chose qui est intéressante que vous ne retrouvez pas sur d'autres plateformes. C'est que par exemple, vous voyez ici, vous avez période current. C'est le time frame courant. Ça veut dire que si à un endroit où on vous demande le time frame que vous utilisez, si vous mettez 0, ici ça va utiliser le time frame sur lequel est posé le code. C'est-à-dire si vous posez le code sur un graphique qui est en 15 minutes, eh bien ici en période current vous aurez 15 minutes. Donc ça va vous retourner ici la valeur 15. Par contre, si votre algorithme il est posé sur un graphique en 15 minutes et qu'à un endroit dans le code vous lui mettez ici période M1, il va aller vous récupérer la valeur sur l'unité de temps 1 minute. Et ça, cette fonction-là, elle est très importante dans les algos parce que c'est ce qui vous permet, par exemple, eh bien, quand vous avez un code qui est mis sur une unité de temps, eh bien, d'aller récupérer des données sur plusieurs autres unités de temps. Parce que vous pouvez utiliser période M1, vous pouvez utiliser période H1, période W1, etc., etc. Ça, c'est très intéressant quand vous faites du trading et que vous voulez, par exemple, comparer une tendance sur le court terme et sur le long terme. Vous pouvez avec ça. Parce que vous pouvez, par exemple, regarder un placement de moyenne mobile sur l'unité de temps 15 minutes et sur l'unité de temps 4 heures. D'accord? Vous pouvez prendre une condition unité H1 et une condition unité M15 pour déclencher un test, par exemple, ou une action. Vous allez pouvoir aller chercher sur plusieurs unités de temps différentes vos conditions. Donc ça, c'est assez important et c'est vraiment utile. Ensuite, en trading, il y a une chose qui nous intéresse, c'est de définir des bougies. Alors, chose importante et très intéressant, MT4, bien entendu, permet d'aller récupérer les 4 valeurs des bougies japonaises ou chart. C'est-à-dire, sur chaque bougie, on va pouvoir définir l'ouverture, la clôture, le point haut et le point bas. Ok? Donc ça veut dire que sur chaque bougie, on va pouvoir récupérer ici ces 4 valeurs. Ça c'est intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre de bâtir des stratégies basées vraiment sur le chartisme, puisqu'on va vraiment pouvoir avoir les informations ici qui constituent notre bougie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque valeur ici a une appellation différente. Ouverture s'appellera I open, clôture s'appellera I close, point haut I high, point bas I low. Alors, j'en profite en fait pour vous montrer quelque chose. Dans cette diapo ici, il y a une chose qui est super intéressante. Si vous voyez, si on enlève les I, en fait, on retrouve open, close, high, low. Ok? Et bien en fait, retenez bien ça, c'est que le I, bien souvent placé devant un terme générique, alors en anglais bien entendu, avec les parenthèses, hein, on verra à quoi servent les parenthèses par la suite, et bien en plaçant le I ici devant un terme générique, on va pouvoir retrouver beaucoup de choses. Par exemple, si je veux retrouver un indicateur comme le RSI, je vais taper un petit i, RSI avec un R majuscule SI, deux parenthèses, avec les réglages du RSI, et bien en fait j'aurai trouvé mon RSI. Ça c'est important de connaître ce concept, parce que tout simplement, avec cette structure, eh bien, vous allez pouvoir retrouver ou essayer de retrouver beaucoup de choses d'une manière assez naturelle. Alors c'est facile de faire un algo qui achète au point bas et vend au point haut. Bah oui, il n'y a qu'à lui écrire que quand tu achètes, il faut que tu sois sur le point bas et quand tu vends sur le point haut. Je crois que c'est ce que tu as fait, non
Lucius. Ouais, dit comme ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas toujours. D'accord? Donc, on peut récupérer dans les bougies, ici, nos 4 indications. Ensuite, il y a une chose qui nous intéresse, ce sont les ordres. On a 6 types d'ordres dans MT4. On a le OP Buy. Donc, OP Buy, c'est lorsque l'on clique sur le bouton achat. Donc, c'est OP Buy, OP Sell. Ce sont les actions que l'on fait au marché. C'est-à-dire, on clique sur Buy ou Sell, les petits boutons de MT4. C'est-à-dire, on achète au prix. On va pouvoir faire aussi des achats et des ventes limites. Donc, en fait, ce sont ces deux valeurs-là. Buy Limit ou OP Sell Limit. D'accord? Où on a Buy Stop ou Sell Stop. Donc, en fait, les achats stop ou les ventes stop, c'est tout simplement ce que l'on appelle les ordres à seuil de déclenchement, pour ceux qui font des actions. Hein, dans les ordres actions, en fait, ces deux ordres ici, on a ici les ordres limites, ici les ordres au marché, et ici les ordres à seuil de déclenchement. Les ordres Buy Stop et Sell Stop, ce sont tout simplement des ordres que l'on peut utiliser pour faire des stops, par exemple. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont les ordres que l'on a dans MT4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on a une instruction ici, OP Buy, on va acheter tout de suite. Par contre, lorsque l'on a ici un OP Buy Limit, quand le prix vient toucher la limite et que l'ordre est donc exécuté, l'OP Buy ici, l'OP Buy Limit se transforme en OP Buy. Ça veut dire que ici, un OP Buy Limit, ce ne sera qu'un ordre en attente. D'accord? Pending Order. Et c'est la même chose pour le stop. Le stop, tant qu'il n'est pas déclenché, c'est ce qu'on appelle un pending order, c'est-à-dire un ordre en attente. Mais à partir du moment où il est exécuté, il devient ici un OP Buy. Et idem pour celui-là. Donc ça c'est intéressant parce que avec ces appellations, on pourra définir, et notamment dans les boucles, vous vous rappelez, où on va chercher quels sont les ordres présents sur le marché, eh bien on va même pouvoir définir si les ordres sont en attente, stop ou limite, ou en cours. D'accord? Donc ça, ce sont les termes qui sont assez importants à connaître ici dans la programmation, parce que ces termes-là vont nous permettre de différencier les ordres, qu'ils soient en attente ou en cours. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Ensuite, dans les bougies, ce qui est intéressant, c'est de connaître la cotation. Donc on a le ask et le bid. Donc le ask et le bid, ce sont les deux prix disponibles. Donc si on veut acheter, eh bien, si on veut acheter, on va acheter le ask. Si on veut vendre le bid. Donc lorsque l'on a une bougie, eh bien, si on affiche le ask il est au-dessus du bid. En général, on a la bougie qui est comme ça. Par exemple, c'est une bougie verte. Et puis ici, on a un trait au-dessus. Parce qu'en fait, la bougie, ici, sur le point bas, on a le bid. Et ici, on a le ask. J'aurais pu prendre une autre couleur que le bleu. D'accord? Donc ça, ce sont les deux prix. Hein. Bid et ask, je pense que ça parle à tout le monde. Point, c'est une valeur qui va être très intéressante dans un algo. Parce que c'est elle qui représente la valeur du PIP pour un actif. Et elle va représenter la valeur du PIP dans la monnaie du compte. C'est-à-dire si vous avez un compte en euros et que vous affichez point, et bien point représentera la valeur de l'actif en euros. Ça peut être très intéressant. D'accord? Notamment dans le calcul du money management. Et digit, c'est aussi un terme qui est intéressant parce qu'il va vous donner le nombre de décimales pour l'actif. Par exemple, l'euro-dollar, il est coté à 5 décimales. Ok, donc là, digit, en fait, si vous mettez digit pour l'euro-dollar, eh bien digit sera égal à 5. Mais vous avez d'autres paires, comme par exemple l'euro-yen. L'euro-yen, il n'a que 3 digits. D'accord? Vous avez des indices
qui sont à 0 digits. Vous avez des indices qui sont à 2 digits. Et ça, par rapport à certains calculs que l'on aura à faire dans certains algos, ça peut être assez intéressant. Pour les Bollinger Bands. Ah, Davis, précise la question, s'il te plaît. Pour les bougies Aiki, Hachi ou les Renko, y a-t-il la même chose que les bougies classiques? Je peux pas du tout vous dire parce que je n'utilise pas du tout ce genre de bougies. Donc là, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, je veux bien parce que il me semble. Non, je vais pas dire des bêtises, mais c'est vrai que moi je n'utilise pas du tout ces bougies. Mais j'ai vu tourner des choses sur MT4. J'ai vu tourner des choses sur le Renko notamment. Alors ensuite on a des fonctions diverses. Des fonctions qui seront secondaires mais qui seront utiles dans certains codes. Oui, si l'indicateur est bien codé. J'aime bien ce genre de réponse, Noam. Alors, une première fonction qui est intéressante, c'est la fonction alerte. La fonction alerte, c'est ce qui va déclencher une alerte sonore et visuelle. Vous savez, c'est le petit carré avec le petit signal doudoudou, avec le petit OK qui apparaît. Ça fait un pop-up en fait. Ça crée une alerte en pop-up. Donc ça, vous voyez que c'est très facile maintenant qu'on a un petit peu dégrossi le code. On met une condition, une deuxième condition. Si les deux conditions sont bonnes, on déclenche une alerte. On verra comment on paramètre une alerte. Et on pourra avoir une alerte sonore et visuelle qui va se déclencher et qui va donc attirer notre attention. Ça, c'est intéressant. Comment. Alors, ça inscrit un commentaire défini dans la section expert. Alors, je vais peut-être vous montrer. On va revenir sur la plateforme MT4. Hop. Bah oui, c'est une plateforme démo, donc on va le faire. Ici, lorsque vous avez... hop. Non, pas ça. Ça, voilà, ici. Ici, vous avez la fonction expert et vous avez des messages ici qui s'affichent. Vous en avez aussi ici dans le journal. D'accord? Et bien, comment, en fait, quand vous mettez comment, ça va s'écrire ici. C'est-à-dire, ça ne va pas vous faire une alerte visuelle, mais ça va vous faire ici une alerte... ça va vous faire ici une alerte dans cette partie-là. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Ça peut vous faire ressortir des fonctions. Intéressantes. Alors vous avez une fonction qui est équivalente, qui ressemble, qui s'appelle print. Hop là. Print, ça envoie une valeur définie dans les messages. Alors si je reviens ici sur ma plateforme, non, c'est pas celle-là. Voilà, si je reviens ici, là ça l'envoie dans le journal. Alors ça c'est très utile. Le print, on l'utilise beaucoup. Moi par exemple, j'utilise beaucoup pour débugger par exemple. C'est-à-dire en fait, on pourra rajouter une fonction debug dans un code et mettre par exemple if debug est vrai. Ça veut dire si j'ai activé ma fonction debug, eh ben, je vais lui dire print les informations qui sont actuellement dans le code. Donc ça se paramètre, hein, tout ça. Et du coup, tout ce qu'on va demander ici en print va arriver là. Ok, donc là je veux voir si, parce que des fois je fais des essais, non là j'en ai pas. Et donc là on aura toutes les informations qui vont arriver ici. Donc ça peut être une indication qui est assez intéressante, le print. Et donc on a le message box. Message box, ça retourne un message qui attend une action. Alors en général, c'est message box que l'on fait passer par une fonction Windows. Tout simplement, message box vous définit un type de boîte qui, en fonction de type de boîte, vous donne soit un choix, soit plusieurs choix. C'est-à-dire des fois, vous avez accepté, refusé ou ignoré, par exemple. C'est un type de message box. Ou alors, vous avez d'autres message box où vous pouvez ne cliquer que OK. D'accord? Donc ça sera la fonction message box. Donc ça, c'est pareil, ça va être intéressant de voir ce que l'on peut faire avec cette fonction. On a ensuite la fonction magic number. Alors ça, c'est les fonctions de position. C'est les fonctions qui vont suivre en fait une position de trading. C'est-à-dire vous avez une position de trading qui est générée par un algo. En général, toutes ces positions,
elles seront passées par ce type de fonction. Donc magic number, c'est une valeur que l'on va accrocher à chaque position qui aura un numéro particulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va aller voir sur le compte toutes les positions qui seront présentes, là où on va différencier de savoir si cet algo a généré telle position, ça va être justement le magic number. Ok. Et si j'ouvre ici ma plateforme de démo et que j'ouvre par exemple... ah ouais mais non, là, si j'ouvre une position par une... je ne sais pas si je le fais ici en démo, on n'aura pas de magic number, mais je crois qu'il aura 0. En fait ici, lorsque j'ouvre une position, ici par exemple je vends, lorsque l'on clique ici, voilà, vous voyez ici, lorsque l'on clique ici, on a le numéro du ticket, donc je vais vous expliquer ce qu'est le ticket, et là il y a placé manuellement. Vous voyez ici, hein, c'est inscrit là, placé manuellement. Quand on a un magic number qui est dans un algorithme, et bien en fait, à la place de placer manuellement, on va voir le magic number qui sera écrit ici. Donc en fait, sur votre plateforme, vous pourrez voir, si vous connaissez vos magic numbers de vos algos, eh bien vous pourrez voir si la position a été générée par cet algo ou pas. C'est très utile cette fonction, et des erreurs de magic number, ça peut créer des gros problèmes. J'en ai eu il y a quelques temps, parce qu'en fait j'ai refait des algos et j'avais oublié de paramétrer un magic number, et ça m'a mis le bazar et j'ai eu beaucoup de mal à trouver en plus. Messagebox, effectivement, c'est très bien pour le semi-automatique. C'est vrai que c'est utilisé pour le semi-automatique parce que, par exemple, dans un Messagebox, vous pouvez dire, par exemple, ben voilà, toutes les conditions sont remplies, on a une condition d'achat, est-ce que j'achète? Et là, vous avez juste à cliquer sur OK et l'algorithme peut terminer en achetant. Par exemple. Ça peut être un exemple. Hein. Donc effectivement, en semi-automatique, parce que peut-être que certains d'entre vous vont préférer le semi-automatique. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. Je ne suis pas passé directement à l'automatique. J'ai fait du semi-automatique. Et donc, du coup, ça peut vous permettre justement d'avoir cette configuration. Alors, Magic Number, je n'ai pas trop compris à quoi ça sert. Chaque position va avoir un Magic Number. Et si vous avez deux algorithmes différents sur le même compte, ils auront chacun un magic number différent. Ok. Par exemple, si mon premier algo il a un magic number 1 et mon deuxième algo il a un magic number 2, en fait, quand le deuxième algo va générer une position, il va lui assigner à cette position son magic number 2. S'il envoie une autre position, il va remettre un magic number 2. Par contre, l'algorithme 1, quand il va voir toutes les positions qui sont en cours, qui va voir que le magic number c'est le numéro 1, le numéro 2, pardon, et bien en fait il va se dire comme moi c'est le numéro 1, ce ne sont pas mes positions donc je ne m'en occupe pas. D'accord? Voilà, c'est un petit peu une signature, très bonne explication Noam, c'est un petit peu une signature que l'algorithme met sur la position en disant voilà, ça c'est mon numéro, c'est ma position. Et donc vous comprenez que si vous avez deux algos qui ont le même magic number, et ben en fait chaque algo peut croire que la position est à lui. Donc s'il a des positions de sortie différentes, et ben en fait il peut former une position alors qu'il n'aurait pas dû. Ensuite on a les passages d'ordre. Donc là c'est assez facile, on verra hein, comment c'est fait, mais au moins vous saurez les reconnaître. Order send, ça veut dire j'envoie un ordre marché. Donc dans Order Send, après dans les parenthèses, on va lui dire, c'est là qu'on va lui dire j'achète ou je vends à tel prix, avec quelle valeur, etc. etc. Order Close, c'est l'inverse, c'est fermer une position prédéfinie. D'accord? Donc quand on dit Order Close, ça veut dire fermer la position. On a l'option Order Close By, ça veut dire ça ferme une position définie par une position opposée. Si par exemple, dans notre recherche de position, on trouve une position acheteuse, une position vendeuse qui ont le même magic number et qui sont sur le même sous-jacent, par exemple sur l'euro-dollar, eh bien tout simplement, on va lui dire, ces deux positions-là, il faut les fermer l'une avec l'autre et on va récupérer le spread. Par exemple, ça peut servir à ça. Et Order Delete, c'est pour effacer un ordre en attente. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait les OP Buy Limit, OP Sell Limit, OP Buy Stop, etc. Et bien, si on a un ordre en attente mais que la condition n'est plus bonne, avec Order Delete, eh bien, on va pouvoir effacer cet ordre en attente. Et enfin, une fonction qui est très utile, Order Modify, modifie la position sélectionnée. Alors par exemple, c'est avec cette fonction que l'on va faire un stop suiveur.
Parce que tout simplement, on a un ordre en cours. Et en fait, avec Order Modify, on va lui dire, bah tiens, ton ordre là qui a tel numéro, qui est à l'achat sur tel sous-jacent, il a un stop à tel niveau, eh bien tu lui mets un stop à ce niveau-là. Tu changes la valeur du stop. Et donc le stop va bouger automatiquement. Et donc grâce à cette fonction, eh bien on va pouvoir modifier l'ordre en cours. Et on va finir avec les fonctions de position. Après, on passera aux questions. Donc fonction de position, ça c'est pour une position en cours. Order Open Price, c'est tout simplement le prix d'ouverture de la transaction, donc de la position en cours. Donc prix d'ouverture, par exemple l'algo il a acheté à 1,2, et bien là on va avoir 1,2. Order Stop Loss, ça va être, on va récupérer la valeur du stop loss d'une position sélectionnée. Donc ça sera cette position Order Stop Loss. On aura la même chose pour le Take Profit, Order Take Profit. Take Profit de la position sélectionnée. Order Ticket, c'est le ticket que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, là sur la... Ah ben non, je l'ai effacé. Où je vous ai dit, là c'est le numéro de ticket. Eh bien, c'est ce numéro-là. En fait, c'est un numéro... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un numéro unique chez votre broker. C'est-à-dire, si vous avez un jour une réclamation sur une position, normalement, vous n'avez que ce numéro à donner, Order Ticket. Avec ce ticket, le broker retrouve votre position. Bon, on va mettre ça en silencieux. Donnez-moi 2 minutes. Voilà. C'est fini, mais j'ai pas fini. Alors, et ensuite, oui, voilà. Donc, Order Ticket, c'est vraiment comment dire, une variable qui est assez importante, puisqu'en fait, à chaque position, eh bien, elle va vous générer un numéro qui sera unique. Alors, unique par serveur. D'accord? Si le broker il a 2 serveurs, eh bien en fait il faudra lui donner votre numéro de compte. Avec le numéro de compte, il va retrouver le serveur et chaque serveur va avoir son numéro de ticket. Et ensuite, Order Type, c'est le type de position sélectionnée. C'est-à-dire si c'est une ordre à l'achat, un ordre à la vente, un ordre en attente, etc., etc. Voilà, ça c'est les principaux termes que l'on peut avoir, que l'on va rencontrer dans un code. Alors, voilà, je sais que c'est un petit peu dense, je sais que c'est compliqué pour ceux qui n'ont jamais fait de la programmation. Ce ne sont là que les principaux termes. Pour ceux qui programment, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de termes que je n'ai même pas abordés. Parce que là, vous voyez, avec juste le basique, on a fait 1h30. Donc vous vous rendez compte que si je vais vérifier toute la bibliothèque de programmation, que je dois expliquer tous les termes, on en aurait pour toute la journée. D'accord? Ce sont les principaux termes à connaître. J'en ai peut-être oublié. J'ai vraiment essayé de faire le tour. Mais là, normalement, vous avez quasiment toutes les fonctions dont vous aurez besoin. Vous allez voir qu'il y en a encore plein d'autres qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on découvre les textes. Théo écrit jeudi, non, quand même pas. Alors, je vous le rappelle, c'est pas la peine d'apprendre tout ça par cœur. C'est pas la peine non plus d'avoir tout noté, puisqu'en fait, cette présentation, vous pourrez la télécharger directement sur votre espace formation. Donc sur l'espace formation ActiveTrade. Donc voilà, c'est en plus des termes que l'on peut retrouver. Donc c'est vraiment pour les présenter, c'est pour vous dire en fait, si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est les termes, quand on va les rencontrer, eh bien, vous direz ah oui, bah ça existe. C'est un peu plus pour vous donner une idée de ce que l'on peut intégrer dans un code. Et Gilles, il a tout noté. Magnifique. Alors, le temps que vous me posiez des questions, je vais trouver un petit code et on va le décrypter ensemble rapidement. Hein. Je vais vous prendre quelque chose de très simple qu'en plus vous pourrez décrypter chez vous. Et en attendant, vous pouvez poser vos questions.
J'en cherche un. Il est où celui que je voulais chercher? Voilà, je l'ai. Bon, il est simple, il fait 150 lignes. Ah tiens, je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Alors c'est un algo que vous pourrez tous retrouver, tout simplement parce que il se trouve dans toutes les MT4. Très bien expliqué, ça éclaircit les termes que j'ai lus mais pas compris. Eh ben, j'espère déjà que ça aura pu. Ça c'est une bonne idée de décortiquer d'accord, mieux que de lire un bouquin. Ou télécharger la formation. Donc pour télécharger la formation, normalement quand vous vous êtes inscrit à la formation auprès d'ActiveTrade, vous avez reçu un accès, donc un espace de formation sur lequel donc vont figurer toutes les vidéos que vous pourrez regarder en replay. Et en plus, eh bien, tous les outils qui seront proposés aux participants de la formation seront mis à disposition dans cet espace de formation. Donc là, la présentation que je viens de vous montrer, je vais la simplifier parce qu'il y a des lignes, etc. que je vais simplifier. Mais ensuite, vous pourrez la télécharger. Alors, je vais vous montrer un algo qui est très simple, qui s'appelle Moving Average MQ4. Donc celui-là, vous le trouvez d'une façon native dans toutes les MT4 installées. Vous en avez deux, c'est amasser des samples, d'accord? Et vous avez ici Moving Average. Donc déjà, première chose que vous pouvez remarquer, c'est ici les commentaires. Vous voyez là, toute cette partie-là. Commentaires, ici, on met 2 slash, ici, on fait des petits cadres avec des plus et des barres, et on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. D'accord? Donc ça, on retrouve ça dans quasiment tous les codes. Les properties que l'on a définies. Vous voyez? Propriété, donc on va le copyright, on a un lien, donc c'est par exemple pour le site internet, et on a la description. Ça, c'est les choses qu'on a vues. Define magic number, ici, eh bien, c'est tout simplement 2013 11 11. Ok? Là, regardez, on a des inputs, on a des doubles. Donc là, on voit bien ici la structure que l'on a appris tout à l'heure. Donc input double, donc valeur décimale. Low, c'est le nom de la valeur. Ici, égale 0,1. On a un point virgule. On a la même chose ici avec les doubles. On a ici des intégrales. Donc vous voyez que ici, double, decrease factor 3. Quand on va aller dans la fenêtre, eh bien en fait, il sera écrit 3,0. D'accord? Mais pour l'instant, il est valable, il est à 3, mais peut-être qu'il va varier d'une manière décimale. Donc c'est peut-être en fait pour ça qu'il a été écrit qu'il a été déclaré comme valeur décimale. Ok? Là ensuite, on a des inputs INT. Alors là, on retrouve un string. Voilà, tiens, regardez là. Ici, on a notre boucle. Ok? For. Là, qu'est-ce que l'on a? For int, donc intégrale, i égale 0. Donc à partir de i égale 0, i inférieur à order total. Orders total, c'est le nombre d'ordres présents sur le compte. Donc tant que i, donc on le commence à 0, tant que i est inférieur au nombre total d'ordres présents sur la plateforme, on le fait augmenter de 1. Et à chaque fois que tout ça est vrai, on va regarder si l'ordre sélectionné, d'accord, il a le même magic number, vous voyez, order magic number. Si c'est égal à magicma, que l'on a déclaré ici, qui est donc le magic number. Si l'ordre, c'est un opbuy ou un opcell, là, si c'est un opbuy, eh bien, on lui dit buys ou cells plus. D'accord? Donc ça, c'est une boucle. Et regardez, il y a une chose qui est très simple pour voir où est le début de la boucle, où est la fin de la boucle, c'est que quand je clique ici, devant la première accolade, il me donne l'accolade correspondante. Vous voyez, si je clique ici, en fait, les deux accolades qui sont encadrantes sont surlignées. Ça, c'est très utile justement pour détecter les erreurs d'accolade. Et on a la même chose pour les parenthèses. Vous voyez, là, j'ai cliqué ici, il me donne les deux parenthèses encadrantes. Si je clique ici, voilà, il me donne les deux parenthèses là. Donc ça, c'est très utile. Vous voyez, c'est une première fonction. Et vous voyez qu'on a différentes couleurs.
les int, for, if sont en bleu. Les types ici, order type, sont en violet. Et ensuite, on a des modes qui sont ici en rouge. Vous voyez, le false est en rouge, par exemple. OK? Ensuite, on a des fonctions. If, boys supérieur à 0, return boys. Else, returns, moins else. Vous voyez, là, c'est une condition. Si j'ai ça, je fais ça. Sinon, je fais ça. OK? Ensuite, on a les différents codes. Donc, pour l'instant, on va pas détailler ce que fait l'algo. C'est juste pour vous montrer comment on comprend, du coup, en fonction de ce que l'on a vu, ce qu'il y a dans le code. Là, on voit que if, on voit qu'ici qu'on a une condition. Donc, l'accolade, elle est juste à côté. On voit que si la condition ici est supérieure à 0, eh bien, on va faire tout ça, tout ce qu'il y a entre les deux accolades. Alors moi, par exemple, les accolades, la première accolade, je la mets tout de suite immédiatement à droite là. Mais bon, il y en a qui écrivent différemment. Là, on voit qu'on a une boucle, on voit qu'on a une autre condition. Donc derrière la condition, on a une autre accolade où on fait ça. Vous voyez? Voilà. Là, on a d'autres conditions, donc on n'a pas le temps de détailler exactement ce que ça fait, mais on voit qu'on a d'autres conditions. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est des fonctions. Je ne sais pas si j'aurai trop le temps de les aborder pendant la formation, parce que sinon, ça va beaucoup compliquer. D'accord? Là, on voit qu'on a un order send. OK? Et order send, on voit ici, on a symbole. Donc, symbole, c'est le symbole sur lequel on est, c'est-à-dire euro-dollar par exemple. OPSL, c'est-à-dire qu'on va vendre. Là, c'est le nombre de lots. On va vendre au prix bid, avec un slippage de 3, sans stop loss, sans take profit. Pas de commentaire. Vous voyez les deux guillemets ici. Magic Ma, red, donc ça on va mettre une flèche, le Magic Ma c'est le Magic Number, et red. Alors vous allez me dire, tout à l'heure je vous disais, ouais, vous allez voir, il y a un truc tout bête pour savoir comment on calcule. Regardez, si je veux taper la même fonction, je vais taper donc order send, d'accord, et j'ouvre une parenthèse, et vous voyez là l'aide, alors attendez, je vais voir si vous voyez l'aide, dans mon retour d'écran, ah non, vous ne le voyez pas. Alors attendez, hop, je vais retaper ma parenthèse. Ouais, oui, si vous la voyez, parfait. Et là, il vous dit tout. C'est-à-dire constant string, moi je sais par exemple que je peux mettre nul. Et à chaque fois que je vais taper une virgule, eh bien en fait, il va me dire ce qu'il faut que j'écrive derrière. D'accord? Donc int, cmd, bon, je vais mettre 0. On va taper n'importe quoi. Hein. Ici, je tapais une virgule. Là, il me dit le volume. Donc là, je vais mettre par exemple l'eau. Ensuite, je vais mettre une virgule. Le prix, donc je vais mettre bid. Et puis là, je sais que bid, je l'ai bien tapé. Ah, j'ai mis l'eau comme ça. Bid, je sais que je l'ai bien tapé parce qu'il s'est mis en rose. Vous voyez que nul s'est mis en rouge. Bid s'est mis en rose. L'eau s'est mis en rouge parce qu'il est déjà défini auparavant. Si j'écris l'eau mais qu'il reste en noir, ça veut dire qu'il n'est pas défini par exemple. Ok, donc virgule, là il va me demander le slippage, donc je vais mettre 0. Ensuite j'écris une virgule, double stop loss, donc je peux mettre par exemple stop loss, si j'ai calculé une valeur auparavant, eh ben, je vais la mettre là. Si je ne veux pas mettre de stop loss, je vais mettre 0. Ensuite il me demande take profit, je vais mettre 0. 0 ça veut dire qu'on n'en met pas. D'accord? Vous voyez? Ensuite, comment, nul, eh ben, je vais mettre comme il y avait tout à l'heure. Je peux mettre nul aussi. Ensuite, magic number, donc là je vais mettre magic ma. Ok, et vous voyez que quand je l'ai tapé entièrement, il s'est mis en rouge. Ensuite, la donnée suivante, c'est datetime expiration, ben, je vais mettre 0. Ensuite, couleur, si je me mets none, je peux mettre 0 aussi. Ok. Et je ferme ma parenthèse, et je mets un point virgule. Et là, vous voyez, j'ai tapé mon terme avec les aides, donc directement dans la MT4. Ok, donc là, je vais effacer pour pas... D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a une aide en ligne comme ça. Il y a une aide en ligne comme ça qui est fournie. Alors, je suis d'accord avec toi, Charles, les magic numbers, moi, je ne les mets pas en define comme ça, parce que j'aime bien pouvoir modifier mes magic numbers. Effectivement, donc je suis assez d'accord. Ok, donc là on avait tous nos order send. Alors du coup je sais plus où j'en étais.
Oui, voilà. Là, on a nos orders send. Donc ici, les ordres de vente, les ordres d'achat. On voit ici OP-Sell, OP-Buy. D'accord? Donc là, il y a des fonctions. If open supérieur à MA et close inférieur à MA, eh ben, on vend. Et si open inférieur à MA et close supérieur à MA, eh bien, on achète. Donc ça, c'est les deux conditions, par exemple, qui peuvent vous permettre. Alors les passages d'ordre, moi, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, c'est simplifié. D'accord? Ensuite, vous voyez, voider la check for close, donc ça, c'est une fonction qui est définie. Orders total, on retrouve ça, etc. Et là, vous voyez, vous retrouvez pas mal de fonctions qu'on a trouvées. Vous voyez, on retrouve un order type, order close. On voit qu'on est sur des sorties de position parce qu'on a un order close, on retrouve order ticket, order low, bid, 3, white. Voilà, vous voyez que là, dans un code, on commence déjà à y voir plus clair. Vous voyez qu'on a énormément de commentaires, par exemple, pour donner ici des instructions. Et vous voyez que là, ici, on l'a donné on a une instruction et juste après, on met le double slash ici. Et bien, ça commande juste ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on va exécuter ça, mais le code ne va pas aller voir ce qu'il y a derrière là. Et si je veux enlever une certaine partie de mon code, là, par exemple, je veux enlever tout ce qu'il y a derrière calculate optimal load class. Là, si je fais slash étoile, ah, ça le fait pas, tiens, c'est bizarre. Ah, ben non, c'est commenté. Excusez-moi. Donc là, si je fais slash étoile, en fait, tout ce qui est derrière ici, c'est mis en gris. Parce qu'en fait, là, à partir du moment où c'est en gris, ça veut dire que ça ne va pas être exécuté. Et donc là, comme j'ai mis slash étoile, et ben en fait, il prend tout ça pour un commentaire. Et si je mets par exemple ici étoile slash, et ben en fait, tout ce qui sera derrière reprendra de la couleur. Et vous voyez, si j'enlève ici slash étoile, tout repasse en gris. Vous voyez, il y a une aide au niveau de la couleur qui facilite grandement les choses quand même. Ok? Voilà. Alors, y a-t-il des fonctions pour travailler avec des supports résistance? Alors, on peut détecter les objets et travailler sur des objets. Donc, soit les supports résistance doivent être définis par l'algo, soit on peut travailler sur des supports résistance qui sont définis manuellement. Mais dans ce cas-là, il faut aller les chercher, manuellement. En fait, il est possible de travailler, mais il faut juste le programmer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif pour vous. Travailler des cassures d'obliques, à partir du moment où votre oblique elle est définie dans les objets et que vous lui mettez que vous cassez cet objet, eh bien oui, vous pouvez détecter la cassure. Donc si vous détectez la cassure, que vous avez une condition donc, qui est vraie, vous pouvez déclencher un ordre. Tout à fait. Merci pour l'exemple, même si je n'ai pas tout compris pour le moment, ça m'a permis d'y voir plus clair. En tout cas, j'ai beaucoup de travail à faire pour m'accrocher. Merci, c'était super. Bah écoutez, je suis vraiment content que ça vous ait plu parce que quand j'ai fait le sujet, je me suis dit que c'était pas gagné. Parler de codage d'une manière intéressante, c'est pas évident. Voilà, donc je sais que c'est assez compliqué. J'ai essayé vraiment de vous simplifier les choses. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Intégrer les retracements de Fibo, bah, à partir du moment où tu as ton point haut et ton point bas, tu peux même les calculer directement dans ton algo, hein, tes Fibo. Ça, c'est très simple à faire. Voilà, donc y a-t-il des questions avant que l'on referme ce chapitre ? Une fois terminé le programme, comment il s'exécute? Alors, là, je vous ai juste montré le programme. On verra au chapitre indicateur ou script ou algo comment faire fonctionner un logiciel. Alors d'ailleurs, au niveau du programme, je pense qu'on va faire une petite rectification.
c'est que je pense que je vais traiter sur le même chapitre les scripts et les expert advisors dans leur constitution, et que l'on va réserver parce que j'ai eu pas mal de questions en fait à ce sujet, on va réserver un chapitre entier en fait pour le backtesting, parce qu'a priori ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Donc je pensais vraiment faire une présentation succincte du backtesting. Donc en fait entre les scripts, les expert advisors et le backtesting, bon je pense qu'on va, on va mettre les limites de temps en fonction de notre avancée. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah, pour faire quoi? Encore bravo, bonne soirée, merci, merci, merci. Bon, a priori, tout le monde dit des merci. À quand le prochain live? Donc, le prochain live, c'est jeudi à 17 h. Alors, j'ai un trou sur la prochaine formation, sur le sujet de la prochaine formation. Ah voilà, donc jeudi, on parlera du money management. Parce que le money management en trading automatique, il va être différent de ce que l'on a en trading manuel, tout simplement parce qu'on va générer, quoi qu'il arrive, beaucoup plus de positions qu'en trading manuel. Et le fait de générer beaucoup plus de positions qu'en trading manuel, d'ailleurs j'ai été interviewé par Fabien à ce sujet-là, eh bien ça va nous faire adopter un money management totalement différent. J'ai pas voulu mettre trop de code de la même semaine, donc j'ai alterné le code et un petit peu ce qui est plus trading. Donc là, si vous n'êtes pas MT4, mais que vous voulez voir quand même comment on fait du money management sur du trading automatique, ça peut vous intéresser, parce que les concepts qui seront présentés lors de cette formation seront adaptables sur bien d'autres plateformes. Le debugging, je ne sais pas si on aura le temps de voir ça, Xavier. Il y a malheureusement un tas de fonctions que je ne sais pas si je pourrais vous les présenter. Vous vous rendez compte, normalement, la formation Trading Algo devait tenir en une seule session. Et en fait, comme il y a eu beaucoup de demandes, en fait, ActiveTrade m'a demandé de faire plusieurs sessions, dont on a fait 8 sessions d'1h30. Mais à la base, ça devait être une seule session de 2 heures. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. A priori, pas d'autres questions. Alors le profiling, qu'est-ce que tu appelles le profiling, Lucius? Si c'est le profiling façon expert, je sais pas. Bon bah ok, merci à tous. Donc prochain rendez-vous jeudi à partir de 17 h. On abordera le money management en trading automatique ou en trading algorithmique. Ah oui, l'optimisation du code, oui, ça je pense pas malheureusement qu'on pourra l'aborder. Si on a le temps que les choses avancent, effectivement on pourra le faire. Mais honnêtement, je suis pas sûr. Alors après, s'il y a de la demande, pourquoi pas faire des formations plus poussées sur effectivement le débugage, le profiling, etc. Mais je pense pas que dans la formation qu'on aura là, les prochaines formations, hein, notamment sur la programmation, il n'y aura pas beaucoup de diapos, ça sera beaucoup sur l'éditeur de code directement. Donc en fonction de l'avancée, on pourra effectivement voir plusieurs fonctions et voir plus de choses. Mais je dois tenir compte du niveau de tout le monde. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre attention. C'était pas la session forcément la plus passionnante, mais en tout cas elle était obligatoire. Il faut au moins connaître un minimum de choses dans le code. Donc je vous donne rendez-vous jeudi à partir de 17 h. Et en attendant, soyez prudents dans vos trades. À très bientôt donc sur la chaîne activetrade.fr.